leur chère forêt laissera la place à de glorieux immeubles. Encerclés par la civilisation romaine, ils seront condamnés à s'adapter ou à disparaître. Comment vas-tu appeler ta glorieuse cité? Le domaine des dieux. C'est un album où il se passe des choses, bien sûr, mais il n'y a pas un grand mouvement, contrairement à l'habitude où on voit surtout des bagarres incessantes, et aussi bien dans le village que contre les Romains. Là, les choses étaient beaucoup plus calmes. Tout se passait à la simple idée, qui a emballé d'ailleurs Astier, certainement, c'est de faire en sorte que César ait cette idée incongrue de vouloir faire une construction pour essayer de faire venir des Romains qui vont assujettir un peu les Gaulois récalcitrants pour en faire des Romo-Gaulois. Et ça n'a pas réussi, bien sûr, mais c'était l'idée de base de l'album. Et il a très bien réussi parce qu'il a réussi à injecter un mouvement assez formidable à l'intérieur de ce film, à laquelle je ne m'attendais pas, et bravo, c'est extraordinaire. Ce qui était bien aussi, c'est que c'était un huis clos. Finalement, vous dites que effectivement, il y a peu de mouvement dans ce film, mais au contraire, ce qui est bien aussi, c'est que ça ramenait tout au village, et du coup, on n'avait pas que Astérix Obélix, mais on avait tout le village entier. C'est vrai que aussi l'inconvénient des chroniques où Astérix Obélix s'en vont, c'est qu'en fait, finalement, le village, on le voit peu. Et, vrai, oui. Et nous, ça nous plaisait, vu qu'on passait pour la première fois en image de synthèse en 3D, on s'était dit, c'est bien aussi de revenir sur les fondamentaux d'Astérix. Et avec cet album-là, on peut revenir sur les fondamentaux parce que tout se passe finalement dans le village et juste à côté, mais c'est Bien sûr, oui. mais c'est tout proche. Et puis il y avait des personnages à bras courts que nous on aimait bien. Il y avait plein de personnages secondaires qui étaient très, très, très chouettes à développer. Oui, absolument. Et voilà. René Goscinny, qui a été l'auteur évidemment que l'on connaît, qui a créé cette aventure, aurait été charmé de voir que son aventure pouvait faire l'office d'un film à long métrage. Parce que là, on n'est pas d'accord avec Astier, qui m'a contredit là-dessus. J'ai lu un article où il répond à ça. Il dit, moi, je disais qu'un album traditionnel ne fait jamais qu'1 heure de film. On a eu des expériences là-dessus, puisque on en était avant celui-ci à 8 films, où on était obligé de mettre, à raccorder soit notre album, soit de broder un peu sur l'aventure pour que ça fasse les 80 minutes qui sont demandées en général pour un film. Et lui, il dit que pas du tout, ce film pouvait faire ses 80 minutes, mais il a rajouté pas mal de choses. Il l'a prouvé. C'est vrai. C'est vrai qu'il a rajouté pas mal de choses. On a été plus loin, mais en fait, on a rajouté des choses, mais qui s'adaptent très bien. Qui s'adaptent au film. À l'album, bien sûr. C'est pas pour se dire, on essaye de. C'est pour augmenter l'enjeu. On sent pas du tout la rallonge, comme on dit. Ouais. Non, pas du tout. Il me semble bien que le gros lard, il fait moins son malin depuis quelque temps. C'est Patrick Delage qui avait fait. Patrick Delage a été le directeur d'animation sur tout le film, qui a fait les tests d'anime en 2004. Et je crois qu'il y avait plusieurs compagnies qui faisaient plein de petits tests. Et, moi, j'étais pas encore sur le projet à l'époque. Alexandre Astier non plus. Et je crois que vous avez tout de suite dit, c'est celui-là. C'est ce style-là qu'il faut pour le film. J'ai vu pas mal de films américains avec des images de synthèse comme ça, qui apportaient un truc formidable par rapport à la ligne claire, qu'on pourrait dire, des anciens films en 2D, où il y avait un tracé de personnages avec simplement un coloriage au dos. Là, il y avait une transformation totale du film d'animation, qui donnait un volume, et qui permettait peut-être aussi d'avoir davantage d'aisance dans la manipulation des personnages pour faire une animation correcte. Enfin, je ne sais pas, je ne connais pas du tout la nouvelle technique. Et l'avantage de l'image de synthèse, c'est que avant l'animateur, il devait faire une belle animation, c'est-à-dire un beau mouvement, mais en même temps être garant à chaque image du design. Parce que dans le dessin, il y a à la fois
le personnage et à la fois le mouvement qui va être créé Oui, en bien créant sûr, des oui. dessins. L'avantage de l'image de synthèse, c'est que le personnage, il est créé, donc tout est scindé, c'est-à-dire que le personnage est créé, et ensuite les animateurs prennent ce personnage et le font bouger, animent, le lip sync et ce genre de choses. Et c'est vrai que ça garantit d'avoir toujours le bon Astérix. Et il n'y a pas de différence de niveau de style. Il faudra c'est ça qui est un bien. jour, Louis, il faudra que vous me racontiez comment vous faites. Parce que je suis complètement novice dans cette discipline. Bon, vous la montrez. Moi, je suis un ancien qui dessinait, vous savez, 25 images secondes, et ça se faisait derrière une petite table à dessin, Ouais. avec un éclairage par en dessous. Ça a bougé depuis, hein. La chose facile, c'était que les dessins d'Albert Uderzo, qui a le niveau de dessin qu'on connaît, c'est un graphisme qui comprend la perspective et le volume. Vous êtes de l'école, alors je ne sais pas si c'est l'école belge, l'école Disney, mais il y a un peu de tout ça qui fait que nous, quand on a commencé à travailler sur le projet, on s'est dit tout de suite que ça ne serait pas, il n'y aurait pas d'une part une adaptation à faire de design, contrairement par exemple au Spielberg de Tintin, qui à un moment se dit il faut que j'en fasse quelque chose d'autre parce que le design il est plus graphique, parce que le style est plus simple, donc passer de ce style de Tintin en image de synthèse, bon, c'est sûr que ça pose question. Sur Astérix et sur le dessin d'Albert Uderzo, la question ne se posait pas. Donc on s'est tout de suite dit, bon, ça c'est sûr. Moi j'étais assez confiant, plusieurs on était confiants, Patrick Delage, Thierry Fournier, on était vraiment confiants de se dire que ça marcherait. Là où ça a été plus compliqué finalement, ça a été sur l'expression. C'est-à-dire que là où vous êtes rigoureux sur les volumes, c'est moins rigoureux, mais c'est fait exprès, ça devient graphique sur les gueules, les bouches qui évidemment deviennent énormes. Oui. Le volume de la bouche change tout le temps, c'est-à-dire quand on veut faire Astérix crier, on n'est pas du tout dans la même configuration que quand il parle. C'est des personnages qui n'ont pas de lèvres inférieures, ou très peu. C'est-à-dire que par exemple quand on devait faire du haut ou ce genre de choses, alors on en a rajouté, ce qui est une triche par rapport à votre... mais on a une lèvre inférieure parce que on est... et en plus, vous la faites de temps en temps, mais elle apparaît très peu. Et ce n'est pas le design de base parce qu'on est obligé de tricher par-ci, par-là. Et voilà, c'est là où ça a été dur de ce qu'on appelle de définir les shapes, c'est-à-dire les formes de bouche, de joues, d'yeux aussi, pour que les personnages qu'on puisse tricher au maximum dans un environnement 3D, parce qu'en 3D, on ne peut pas tricher avec le volume. Ces personnages ont des nez énormes qui, quand vous les voyez de face, vous ne voyez plus leurs yeux. Oui, vous aviez le même problème en dessin. Bah oui, ouais. Et en dessin, on est obligé de tricher, on descend un petit peu le nez pour qu'on puisse voir les yeux. Ou alors, quand je disais, à l'époque où je fournissais les dessins de base pour les animateurs, quand on faisait un film, je disais, surtout ne vous arrêtez pas quand vous faites tourner la tête. Si vous arrivez à la tête de face, oui, surtout pas. Il faut la prendre légèrement à droite pour aller légèrement à gauche, mais surtout ne vous arrêtez pas au milieu parce que c'est épouvantable. Et c'est évidemment, j'avais pensé à tout sauf à ça, sauf au dessin animé avec le nez énorme. Quand on part comme ça dans l'imagination, on se lance dans des trucs qu'on regrette après, mais après c'est trop tard. C'est trop tard. Non, mais ils sont bien. Moi, je pense qu'ils sont très bien proportionnés. Et le nez, moi, alors ce qui est très drôle, c'est que moi, dans ma mise en scène, j'ai fait énormément, j'aime beaucoup le plan de face. C'est-à-dire que j'ai énormément, par exemple, toute l'attaque du village dans le film, quand lui fait semblant d'avoir la potion magique, c'est que des plans où il est face à l'armée. C'est très très face, hein. J'ai pas fait un 3/4. Mais donc en il baisse la tête. Voilà, il baisse la tête, donc déjà ça nous aide. Et puis quand il baisse pas la tête, on a énormément triché, c'est-à-dire que le nez, on le grossit quand ça nous arrange, on le bouge, on le réduit. On pouvait le mettre où on voulait finalement. Et puis voilà. C'est des personnages très malléables. Ouais, on était obligés. Mais c'est sûr que c'était dur. Mais c'était pas les personnages les plus difficiles, hein, Astérix, Obélix. Alors Obélix un tout petit peu parce qu'il y avait un gloître en 3D par exemple. Ça c'est toujours des choses, je sais que c'est plus encore une fois le Patrick. Non, il est un peu fort, ne disons pas ce qu'il est parce que ça le fâche. Mais... C'est sûr. Il est fort et toute cette masse de graisse, parce qu'il faut bien appeler ce qu'il faut, c'est très dur en image de synthèse à rendre crédible et avec du poids et sans perdre le volume. Un bras raccourci, il faut qu'on te parte. Il est en réunion. Je
peux prendre un message? Le mouvement, alors c'est pas, mais le mouvement, on le sentait, pour moi en tout cas, c'était déjà bien présent dans les dessins d'Albert. C'est vrai qu'on n'a pas, on ne fait qu'extrapoler ce qui existe déjà dans une bande dessinée. Il y a déjà une notion d'animation, et puis en plus vous avez fait des films vous-même d'animation, donc c'était quelque chose d'assez logique. Je suis issu justement des films d'animation, qui m'a toujours engagé là-dedans. Je n'ai pas continué dans le film d'animation parce que ça me trouvait être un petit peu esclave du travail qu'on me demandait, où j'étais pas maître du dessin qui m'était présenté. Enfin ça c'est une autre histoire. Et je suis rentré évidemment par la bande, sur la bande dessinée. Mais j'ai toujours eu cette envie de faire bouger mes personnages, parce que finalement les personnes ont dit que j'avais fait le sens du mouvement. Ouais. En fait, quand un personnage bouge, il est dans un mouvement de dessin animé. Surtout quand il donne un coup de poing, par exemple, il est très, très en avant. Il a déjà donné le coup de poing, mais c'est un dessin qu'on aurait donné en queue de mouvement pour un dessinateur qui aurait donné les dans étapes d'avant, l'anticipation. Toutes les phases. C'est l'anticipation. Ouais. C'est ce qui me différencie un petit peu de certains autres dessinateurs qui font du dessin humoristique. Je ne critique pas du tout, mais qui sont moins dans le côté dessin animé, oui. Moins dans le mouvement que je veux toujours créer avec une image. Bon, évidemment, il y a des moments où ils sont sages, où ils n'ont pas tellement à bouger. Surtout quand Bélix mange son sanglier, on n'a pas besoin de le faire bouger. Là, il est à son affaire. Mais sinon, quand il bouge, même quand il bouge, j'ai voulu lui donner ce balancement qui était prévu dans un film d'ailleurs, pour bien montrer quand même qu'il se pose sur un pied, puis se pose sur l'autre. Il y a un centre de gravité qui bouge. Donc j'avais prévu justement ça pour aider les animateurs à faire bouger le personnage. Pour Astérix, c'est plus normal. Il a ses petites pattes et il court. Ouais, Astérix, il y a presque c'est quasiment le gabarit de Mickey Mouse à l'époque. Oui, c'est ça. On se retrouve avec les mêmes. Exactement. Les mêmes codes, un peu. Oui. Mickey, qui a été mon premier personnage que j'ai rencontré quand j'avais 7 ans, et que je suis tombé fou amoureux de ce personnage, sans penser qu'un jour, je ferai ce métier-là, bien sûr. La BD, la gestion du temps, la gestion du timing, elle est très différente. Elle est plus difficile, d'une certaine manière, à jouer, puisqu'on n'a que les cases pour instaurer un temps. Alors évidemment, on peut arriver en extrapolant le temps, le stretchant si on veut, mais c'est vrai que c'est le propre de l'animation que de faire ça. Ce sont deux disciplines quand même très différentes, même si l'une se raccorde bien à l'autre, mais c'est quand même très différent pour exploiter une idée, pour exploiter la façon d'expliquer quelque chose. Parce que le fait de faire parler les personnages, ça passe dans un temps relativement court. Donc il faut que les choses soient clairement exprimées. Alors que quand vous écrivez un texte, vous pouvez vous attarder, le lecteur, s'il n'a pas compris, il relit. Donc il peut revenir tout de suite en arrière. C'est très différent comme discipline. Ça, il faut en avoir conscience. J'imagine, quand on fait un dessin animé, il faut être très clair dans les dialogues. C'est ce qui a fait dire d'ailleurs à Astier, je ne comprends pas qu'on ne m'ait pas demandé pourquoi je n'ai pas mis il ne faut pas parler sèchement à un humide. Ouais, on lui reproche. Ouais. On lui reproche de ne pas avoir mis cet éclair d'humour qu'a donné, comme il le faisait souvent d'ailleurs, René Goscinny. Mais si ça avait été dit par un comédien, peut-être que les gens n'auraient pas compris. Parce que ça aurait passé, puis ça aurait surpris, mais on aurait dit, tiens, qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Non, complètement. Et puis, je pense qu'il faut le voir écrire pour le comprendre. Il faut le voir écrire, voilà, exactement. Il faut le lire, en fait. C'est la grosse différence qu'il peut y avoir, enfin, une des grosses différences qu'il peut y avoir entre une bande dessinée et un film d'animation, bien sûr. Il y a aussi, je me permets, il y a aussi, c'est vrai que par exemple, quand j'avais lu, moi, la BD, j'ai essayé de me dire qu'est-ce que l'animation apportera. Et c'est vrai que très vite, en plus des dialogues qu'on a fait avec Alexandre Astier, il y a eu toutes ces scènes d'action qui, en BD, peuvent être intéressantes à faire, mais qui peuvent être limitées. Par exemple, la scène du sanglier,
c'est 1 ou 2 cases dans l'album, Oui. et très très vite. Et Ouais. c'est vrai que ça serait peut-être inutile d'avoir 1 page ou 2 pages entières de course de sanglier sans propos derrière. Oui, L'animation, parce que là, l'animation, le mouvement nous permet de rester un peu richesse. longtemps dessus. Bah oui, et évidemment, pareil ouais. pour la destruction de Domaine des Dieux à la fin, qui est superbement fait dans l'album. C'est 1 page entière avec des bulles et on voit absolument pas d'action. Où l'action est derrière les fenêtres, on la voit pas. Et c'est vrai que ça marche très très bien comme ça. Mais nous, en animation, on avait envie d'extrapoler ce moment-là. Et ça, Ouais. ça sert aussi à ça. C'est bien rendu, oui. Ouais. Non, c'est là où il y a justement le fait de réaliser sur une BD, ça requiert un travail considérable parce que c'est un changement quand même de programme qui doit toujours être accolé évidemment à la bande dessinée, mais qui doit être traduite quand même différemment. Chargez! Eh ben, qu'est-ce que vous fichez? On fiche qu'on vient de voter la grève générale. À l'unanimité, De quoi? nous estimons que cet assaut est potentiellement dangereux. Évidemment qu'il est dangereux. C'est un assaut. On rase un village, quoi. Nous l'avons dit, répété, la guerre, oui, la pénibilité. Dans le film d'animation, c'est beaucoup posé la question avec Alexandre Astier. C'est que, à la fois, il faut garder ce côté bon enfant de Baf, mais en même temps, si on veut commencer à se dire nos persos, ils peuvent leur arriver un danger, il faut quand même qu'on ait conscience que par moment, ça peut faire mal d'avoir une baffe. Et on joue sur les 2 tableaux. C'est-à-dire que par moment, on a des vraies baffes qui sont rigolotes, et puis par moment, notamment quand, ça c'est un truc que je voulais toujours faire, je voulais que Astérix se serve de son glaive. Parce que quand j'étais petit, je trouvais, mais mince, il a un glaive, c'est le guerrier du village, et par moment, il s'en sert jamais. Et je me suis dit, tiens, je vais faire une séquence entière, il utilise son glaive pour de vrai, c'est un vrai guerrier. Et là, c'est vrai que bon, on a quand même un outil tranchant, une arme, et c'est vrai que se pose la question de se dire, potentiellement, c'est fait pour tuer quelqu'un. Mais en fait, on joue sur les 2 tableaux, c'est-à-dire que on va y mettre, quand on veut, un peu de tension sur le personnage, tout en restant dans le personnage, on va induire ça. Et puis très très vite aussi, on a des choses qui sont un peu plus des baffes, notamment avec Obélix, et notamment, surtout, là on s'est bien amusé pour les baffes, c'est quand effectivement ils prennent la potion magique. Quand ils prennent la potion magique, c'est censé être beaucoup plus violent parce qu'ils ont de la force, mais au contraire, c'est encore plus cartoon que quand ils en ont pas. C'est comme ça qu'on l'a vu, nous. Oui, parce que notre problème a toujours été, surtout quand on a créé Astérix, nous étions très près d'une loi très stricte en France, qui faisait une loi de 1949, qui dictait bien que quand on s'adressait aux enfants, il fallait être très, très regardant, ne pas montrer de choses trop libidineuses, de ne pas être brutal. Alors vous voyez, si on avait commencé à découper les romans en morceaux, ça n'aurait pas été loin. Et donc, on est obligé de jouer sur un aspect de bagarre, tout simplement par des pots-feuilles et des trucs comme ça, mais surtout pas de mort, pas de blessés graves, pas de sang versé, oui, ça a été une ligne directrice qui nous a été donnée et sur laquelle on s'est adapté d'ailleurs à bon escient et surtout avec un plaisir, parce que c'était pour nous un travail de recherche, d'essayer de faire quelque chose de concluant pour les enfants, faire des bonnes bagarres, mais que finalement, bagarres qui se terminent bien, ou même dans le village, ils sont tous à vouloir se bagarrer, puis ils s'aiment bien après. Entre le forgeron et le poissonnier, c'est traditionnel. Mais voilà, donc il a fallu que nous fassions quand même très attention à ça. Et c'est pour ça qu'on a été dit que nous étions des misogynes, parce que nous ne présentions pas beaucoup de femmes. Il y avait la femme du chef, il y avait la femme Yellow Submarine, qui est la vendeuse de poissons, mais qui n'étaient pas des beautés. Et puis j'ai fait la femme de l'Afghanix. Pour moi, ça a été un sursaut de résistance. J'ai voulu qu'elle soit belle. Puis bon, il n'y a pas eu d'écho, il n'y a pas eu de problème. Après, j'ai créé Falbala. Bon, là, il fallait qu'elle soit jolie aussi. Bon, mais enfin bon, elle était jolie sans plus. Il n'y avait pas d'exhibition.
Mais il a fallu qu'on fasse toujours très attention à ce que nous faisions. Oh, j'ai bien une idée, mais je suis sûr que vous n'allez pas vouloir. Aïe. Et si on collait aux Romains une bonne raclée générale? Voilà, c'était ça mon idée. Tout le monde a été servi, les enfants? Non. Des civils. Un moyen de se débarrasser des civils sans taper dessus. Roger Carrel faisait partie d'un groupe de comédiens qui aimaient travailler ensemble. J'ai retrouvé d'ailleurs une photo des tout débuts, bien avant qu'ils fassent la voix d'Astérix pour un dessin animé. Ils ont fait d'abord un feuilleton de radio. Je ne sais plus quelle était cette radio. Et cette photo est prise au moment où ils vont travailler devant le micro. Donc ça date près de 50 ans de ça. On nous avait dit qu'en gros, Roger Carrel ne voulait pas le refaire, puisque je crois qu'il était en retraite officielle. Il est en retraite et il a mon âge. Hein. C'est ça, ouais. Et puis, en fait, on a commencé à faire avec Alexandre, on s'est dit, bon, on va commencer à faire un casting, mais c'est hyper compliqué, parce qu'on a toujours connu Astérix avec cette voix, hein, c'est sûr. Et puis, en fait, il est réapparu, sachant que le film se faisait, en fait, il nous a appelés et il a voulu le faire une dernière fois. Donc pour nous, c'était chouette. Oui, on m'a raconté qu'il est venu un peu, non pas forcé, mais enfin, disons que l'envie de faire encore Astérix, ça était plus fort que tout. C'était bien, c'était chouette. Nous, c'était un bon tremplin. Nous, c'était chouette parce que c'était l'occasion de cautionner, si vous voulez, le fait que ça passe aussi en image de synthèse. Et comme il y a des voix nouvelles, je trouve que c'était vraiment chouette de pouvoir le garder lui. Et ça marche tout de suite, hein, c'est évident. La motivation reste intacte. Et ça, c'est formidable. Ah, ça va pas être la même limonade là.